Il nous manque 2 intervenants. On va patienter quelques instants. Salut. On soit là. Envoyer l'invitation. Ah, je vais regarder. Et ça, c'est sur j'avais jamais vu ça. Je sais pas s'il m'avait fait encore. Je peux te dire sur le shooter 43 degrés, il fait mal. Je la connais. Excusez-moi. Je peux juste vérifier les paramètres. Ça s'entend. En général, oui, mais ça ne doit pas sortir. C'est pour ça que je vais dire. Ça doit sortir dans les instants. C'est pas très grave. Après, pour parler, il faut. Se garder. C'est bon. C'est la télé. C'est la télé. Ça marche pas chez moi. On est les enfants ici. Ah oui, d'accord, j'ai mal droit. C'est pas mon PC, j'ai pas. Tu vas le recevoir dans 3 minutes. Tu viens t'installer direct pour l'instant, t'es là. Comme ça, tu me dis, je sais pas. Les nouveaux, je pense oui, il installe le temps. C'est ce qu'il dit. Ouais, parce que si je l'ai, je le train sur la cité. Petit-déj. Ah oui, ouais. C'est tombé. Ah non, mais après vous, il est en. Ça va bien. On attaque ou pas? Ah bah voilà. En bilingue. Ouais, en plus, ouais. Sur l'entrée unitaire, j'ai ciblé exprès l'entrée unitaire. Nous entendons correctement. Je suis en avance. Alors, il faut peut-être se rapprocher du micro. Est-ce que vous nous entendez correctement? On va bientôt pouvoir débuter. Est-ce que vous nous entendez en ligne? Oui, Oui, tout à fait. oui, très bien. On va toucher aux abonnements ou très très peu, et donc du coup, tu passes de 220 à 250, les gens grognent. Et quand tu passes de 5,20 à 5,50, personne ne dit rien. Tu puisses les appeler. C'était pour les mises en scène, tu vois. Je suis très discipliné. On aime les gens qui sont ça aide. Incroyable.
Tu vois, si on a fait quoi? Mais il paraît que c'est bon pour la santé. Ah bah, c'est la SNC. Ça, c'est bien, ça. Mais ça, c'est mal. On peut y aller? Super. Bonjour à toutes et à tous. Alors, juste quelques mots. Je suis Virgile Caillier, délégué général de l'Union des entreprises sport et cycle, l'USC, que vous connaissez probablement pour la plupart d'entre vous. Juste quelques mots avant de laisser la place en fait, au débat autour de cette matinale. Vous remercier toutes et tous d'avoir bravé la chaleur, quoi qu'on ait perdu 10 degrés depuis hier, donc presque on se sent presque à l'aise. Et puis saluer la nombreuse présence en visio. Donc on est assez nombreux, un sujet qui intéresse un grand nombre de personnes. J'en profite pour remercier aussi le ministère des Sports de bien vouloir nous accueillir ici dans la mezzanine. C'est la deuxième matinale de l'année et nous sommes ravis de nous retrouver ici. L'occasion de saluer aussi Sophie Metz, donc la députée qui nous suit, je crois, en visio, de saluer le délégué ministériel, mais il aura la parole tout à l'heure, donc au sport santé, cher Vincent, et puis le nouveau directeur général de BNSS, Jean-Marc. Magnifique, merci de ta présence sur ce sujet-là. Je vous le disais, c'est la deuxième matinale. La première matinale qui a eu lieu également ici dans cette mezzanine du ministère des Sports traitait de la pyramide des âges et de l'impact de cette pyramide des âges sur la pratique sportive. C'était extrêmement intéressant et pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre cette matinale, je vous invite à aller jeter un coup d'œil au petit livret qu'on a produit derrière, qui est hyper intéressant, et je le dis en toute objectivité, c'est vraiment super intéressant de lire ces travaux, l'approche sociologique de ces différents impacts de la pyramide des âges sur la pratique sportive. L'occasion aussi de faire un petit clin d'œil à nos amis de l'IA Conseil qui nous accompagnent dans l'organisation de ces matinales et de la production de ces livrables. Je pense, je me retourne vers Emmanuel, mais je crois que ça doit être disponible sur le site internet de l'USC, évidemment. Parfait. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est d'actualité. C'est pas un thème qu'on traite très souvent, en tout cas pas sous cet angle-là. Il s'agit de l'impact du sport sur la santé mentale. Alors, c'est quand même un sujet de société, indiscutablement, puisque Benjamin m'a transmis quelques chiffres que je trouve assez impressionnants. 41% des Français avoir, au cours de leur vie, eu des problématiques de santé mentale, dépression, burn-out, etc. Donc c'est quand même énorme, près d'un Français sur deux. Et 69%, je réalise ce chiffre, des Français disent qu'ils se sentent, que ça leur fait du bien de faire de l'activité physique. En tout cas, ça a une influence directe sur leur santé mentale. Et effectivement, ça fait écho à mon expérience personnelle. Le nombre de fois où je me suis dit, mais je vais aller me libérer la tête en faisant un petit peu de sport, en faisant un jogging, etc. Et le nombre de fois où on entend les gens se dire, mais quand je cours, j'ai les idées plus claires, des idées me montent à l'esprit, etc., etc. Donc là, l'objectif de cette matinale, c'est d'arriver à traduire ça de façon un peu de manière factuelle, que ce soit pas juste comme ça un ressenti, une intuition, et qu'avec les intervenants brillantissimes que nous allons avoir ce matin, nous puissions factualiser ce ressenti. Donc, on aura 4 personnes. Je vais pas spoiler ce que va vous dire Benjamin juste après, mais Vincent Roger, j'en ai déjà parlé, donc le délégué ministériel en charge du sport santé, qui a été l'instigateur, le coordonnateur de la grande cause nationale 2024. Donc, finalement, c'est une forme de continuité de cette action. François Carré, l'imminent cardiologue, il m'a glissé à l'oreille une petite saillie qui va nous ressortir tout à l'heure. Et voilà, j'adore ces punchlines qu'on sait replacer habilement auprès des ministères qui ne sont pas toujours absolument convaincus de l'impact du sport sur les différents segments de la société. Olivier Dupuis, maître de conférence, chercheur reconnu pour ses travaux sur les liens entre l'activité physique, la cognition et la prévention du surentraînement. Il nous apportera un éclairage plutôt scientifique. On me dit à l'oreillette qu'il est de Poitiers. Il y a beaucoup de gens de Poitiers dans cette salle. Voilà. Et enfin, Audrey.
Caria de la Fédération française de tennis de table, qui elle aura une approche beaucoup plus pragmatique, concrète sur le terrain pour traduire tous ces éléments. Voilà. Je ne serai pas plus long, juste pour vous dire qu'encore une fois que nous sommes ravis de nous retrouver au ministère des Sports, parce que ça traduit en fait ces collaborations indispensables qu'il va y avoir entre le monde des entreprises que nous représentons, les collectivités territoriales, et je salue Damien de l'ANDES, et la directrice de l'ANDES, qui nous connaît très bien également. Le monde dans l'entreprise, les collectivités territoriales, les pouvoirs publics, et puis bien évidemment le mouvement sportif, bonjour, et Madame Siagi, qui représente la CRDS et le CROSS Île-de-France. Voilà, j'en ai terminé, je n'ai pas été trop long, je pense, Benjamin, j'ai presque tout dit, et on attend avec impatience d'en savoir un peu plus. S'il vous plaît, mesdames, messieurs les intervenants, livrez-nous quelques punchlines que nous allons pouvoir réutiliser à bon escient lors de nos différentes discussions avec nos interlocuteurs au sein des pouvoirs publics. Un petit clin d'œil à Bercy, hein, François. Merci à toutes et à tous. Qui a été parfait comme d'habitude, mais en général, quand quelqu'un dit qu'il ne va pas vous spoiler, c'est qu'il va vous spoiler et qu'il va faire la présentation des intervenants à votre place. Donc, je ne vais pas refaire la présentation des intervenants et je vais inviter tout de suite les 4 intervenants à venir me rejoindre sans plus de cérémonial et sans nouvelle présentation, pas d'ordre. Comme vous le souhaitez, il y a un seul micro, mais vous le passerez naturellement. Merci à tous les 4 d'être présents. Évidemment, on est aussi dans le cadre de la grande cause nationale cette année 2025. Le premier sujet, c'était volontairement de revenir sur aussi la grande cause nationale 2024. Et donc, Vincent Roger, ma première question, c'est de savoir tout simplement qu'est-ce qu'une grande cause ? À quoi sert une grande cause nationale et comment elle a pu être travaillée, notamment l'année dernière, on peut revenir un petit peu naturellement sur Merci Benjamin. Ça fonctionne le micro ? Oui, très bien. Merci à vous, Pierre, pour votre invitation. Au nom de la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Marie Barzac, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans ce ministère, de même pour ceux qui sont en ligne. Une grande cause, pour répondre à votre question, Benjamin, c'est une décision du président de la République ou du Premier ministre. Ce dispositif il existe depuis 1977. La première grande cause, ça a été le plan cancer, justement, en 1977. Et une grande cause, elle a pour objectif de donner de la visibilité à un sujet pour une prise de conscience collective et nationale. Et à partir de là, cette grande cause sert à soit à apporter un nouveau regard sur un sujet, ça par exemple était le cas pour la grande cause sur le handicap, soit à adopter de nouvelles pratiques, ça a été un peu le cas, pardon sur la pub, mais pour la grande cause de 2024, dédiée à l'activité physique et sportive, puisque comme vous le savez, on a encouragé les Français à faire une demi-heure d'activité physique et sportive par jour sur les bons conseils du professeur Carré. Et donc, c'est changer ses habitudes. Et ça invite aussi à changer de comportement. C'était par exemple le cas avec la grande cause nationale en 2000 pour la prévention routière. À cela, vous ajoutez qu'il y a des grandes causes coup de poing qui sont vraiment là pour interpeller sur des sujets de société qui peuvent être graves. Ceux que j'ai cités le sont déjà, mais notamment, je pense à la violence faite aux femmes, qui est à de nombreuses reprises une grande cause. Suite à la décision du président de la République qui a été décidée comme grande cause nationale du quinquennat, on voyait le champ des grandes causes est différent d'une année à une autre, et j'ajoute à ça, il y a une voilure différente d'une année à une autre en fonction du ministère qui le porte, en fonction de l'actualité. Il est évident que la grande cause liée au sport n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu les Jeux Olympiques, et que cette grande cause s'est inscrit dans une dynamique des Jeux pour promouvoir les bienfaits du sport, pour inviter les Français à faire davantage le sport et pour encourager le fait que le sport doit être un outil utile des politiques publiques. Alors justement, sur cette grande cause 2024, est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu quelles ont été les principales actions, quels en sont les principaux enseignements et en quoi ces enseignements aussi peuvent servir
aujourd'hui, cette grande cause nationale 2025 et la volonté aussi de mettre du sport dans cette grande cause 2025. Quand je dis du sport, entendez activité physique évidemment, mais comme c'est dit, c'est plus facile de répéter les choses en disant sport santé, souvent, même si on parle évidemment d'activité physique. On parle d'activité physique, mais ça fait du sport. C'est pour ça qu'on dit souvent activité physique et sportive. Comme ça, on englobe tout. Cette grande cause, pour vous résumer en quelques chiffres, ça a été 3000 événements qui ont porté les messages de la grande cause à travers le territoire. Ça a été 60 programmes d'action pour sensibiliser les Français. J'en cite un parce que je suis à côté de François Carré. C'est celui mené par le collectif pour une France en force, où dans chaque capitale régionale, on a réuni la communauté éducative, les professionnels de santé, le mouvement sportif pour porter les projets de la grande cause à travers à la fois un colloque et pour donner des messages, des bonnes pratiques, mais aussi des animations sportives avec le mouvement sportif. Cette grande cause, vraiment, elle a été dans une logique de porter le sport à 360 degrés, de porter la force sociétale du sport. On a été partout. D'ailleurs, parfois, ça surprenait un peu. J'ai fait des partenariats avec la SPA, parce que je considère que sortir son chien est une activité physique et sportive, et qu'il est d'ailleurs prouvé scientifiquement qu'on a une meilleure santé si on a un animal pour un chien. C'est plus compliqué avec le chat. C'est sympathique, hein, surtout ceux qui ont un chat. Mais moi, j'ai un chien, donc je sais que ça vous oblige à quelques sorties. On a été à l'Académie française sous la coupole de l'Institut faire une dictée du sport, où j'ai des photos incroyables. On a fait faire une pause active aux académiciens pour promouvoir là aussi les valeurs du sport. Et donc, il y avait les jeunes de la NESTA sous la coupole avec des académiciens, à commencer par le premier d'entre eux, Xavier Arcos. Eric Orsenna a fait une dictée sur le sport et ils ont tous bougé. Faire bouger des académiciens, mais ça va quand même assez loin dans l'image qu'on voulait donner. C'est-à-dire que le sport, il doit être partout et le lien entre le sport et la culture me paraît fondamental parce que le sport doit être l'égal de la culture dans notre pays, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'esprit de beaucoup, notamment d'une partie de nos élites. Il est temps, comme on disait en dernier tous, de mettre fin à l'héritage cartésien prégnant qui veut que dans notre pays, depuis des siècles, on dissocie le corps et l'esprit. Devant la initiative, je pense qu'il y a un enjeu majeur, c'est la place du sport à l'école. Il ne peut pas y avoir de nation sportive si l'école ne prend pas en compte l'importance du sport. Je terminerai par ça. Savez-vous le pays où on est le plus heureux? Selon une étude scientifique sur 144 pays, le dernier est en Afghanistan. Le premier, c'est la Finlande. Pourquoi c'est la Finlande? Je remarque, c'est parce que c'est le généralisé les 30 minutes en APS. Alors vous allez me dire, c'est pas que pour ça qu'ils sont heureux, mais c'est aussi le deuxième pays, c'est le Danemark, et le troisième pays, c'est l'Islande. Il se trouve que ces trois pays sont exemplaires pour avoir mis le sport au cœur des politiques publiques. Et donc ça doit vraiment nous servir d'exemple. Et la non-cause comme les Jeux, ça a été un tournant, c'est une dynamique, et on a gagné quelques combats, notamment médiatiques, mais le combat continue plus jeune. Les académiciens de sport, on pourrait presque leur demander si c'est devenu le mot de pleine mortalité. Sport à vitalité. François Carrel, président du collectif pour une France en forme, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'inactivité physique inactive est un danger majeur pour la santé mentale et pas seulement? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup l'ESC pour votre invitation. L'ESC qui est un partenaire du collectif pour une France en forme. Nous travaillons main dans la main et je m'en réjouis régulièrement. Alors, pourquoi est-ce que l'inactivité physique n'est pas la sédentarité, je me rappelle, parce que ce n'est pas très bien passé dans la tête de tout le monde. L'inactivité physique, c'est quand je ne respecte pas la quantité d'activité physique hebdomadaire qui est recommandée. De façon très rapide, chez les adultes, c'est 30 minutes d'activité physique par jour. L'OMS ne donne pas ces chiffres-là, mais il est décidé au niveau européen de simplifier les choses, plutôt que de donner un chiffre par semaine. Imaginez bien la personne par semaine qui en a 90 minutes le mardi, parce que 30 minutes et je suis à 120 minutes. Je ne crois pas que ce soit la bonne technique. 30 minutes, il faut que ce soit une routine, cette activité physique. C'est pour ça que au niveau européen, on encourage 30 minutes par jour.
Ça, ce sont bien sûr pour les adultes et pour les enfants avant 5 ans, jusqu'à 5 ans, c'est 3 heures par jour d'activité physique. En fait, un enfant ne pense qu'à bouger, un petit. Donc, tu dis en fin de compte, quand on commence à pousser attaché à 4 ans. Et puis, l'enfant de 6 à 17 ans, c'est 1 heure par jour d'activité physique modérée à intense. Vous avez remarqué que je pas du sport. Si c'est du sport, tant mieux. Alors, le sport, je suis vraiment passionné, j'en fais beaucoup, mais le sport, c'est la littérature, l'activité physique, c'est la lecture. Donc, ça veut dire simplement que je suis forcé de savoir lire, je ne suis pas forcé de lire la littérature. Mais c'est une activité physique, ce qu'il faut comprendre, et la population n'a pas compris, c'est que ce n'est pas bien de faire l'activité physique pour la santé. C'est très dangereux de ne pas en faire. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que je prends un risque en ne faisant pas d'activité physique. C'est comme si j'allais dire à quelqu'un qui ne fume pas, c'est super, tu ne fumes pas. Ça ne me vient même pas lier. C'est dangereux de fumer. Eh bien, c'est dangereux de ne pas bouger. C'est très dangereux. C'est dangereux pour moi, c'est très dangereux pour les enfants. J'insiste sur les enfants. Parce que les enfants sont quand même les grands oubliés dans ce domaine, puisque l'enfant ne sait pas ce qui est bon pour sa santé. Vous n'allez pas convaincre un enfant de 5 ans de bouger parce que c'est bon pour sa santé. C'est bien pour expliquer qu'il faut se laver les dents tous les jours, c'est compliqué. Vous savez bien ce qui va se passer. Donc, en fin de compte, cette activité physique est très dangereuse pour la santé. Pourquoi? Parce que vous êtes, je suis génétiquement programmé pour bouger. Il n'y a pas de question. Homo sapiens nous a légué ses gènes, son génome, c'est des gènes d'endurance. Homo sapiens est l'animal le plus endurant. Puisque tout le monde sait, chasseur-cueilleur, on oublie que c'était un chasseur à courant. Mais il ne chassait pas à cheval, il chassait en courant d'air. Voilà. Je serais curieux de savoir aujourd'hui, à part les meilleurs coureurs à pied de 10 000 mètres et de marathon, qui va épuiser une gazelle en courant derrière. Il y a parmi nous, je crois qu'il n'y a pas grand monde. Pourtant, nous avons ces gènes. La meilleure preuve, c'est que quand je prends un sujet, je le mets sur un vélo, je fais pédaler avec une seule jambe, je bloque une jambe, à la fin, il est à 15 minutes, je prélève un petit bout de muscle, et je vois, dans ce bout de muscle qui a bougé, comparé au bout de muscle qui n'a pas bougé, de l'autre jambe, je vois des protéines, j'en vois 100. Ces protéines, elles sont formées, elles sont synthétisées grâce à une stimulation d'un gène. Et qu'est-ce qu'elles font, ces protéines? Ce sont elles qui baissent l'inflammation. Ce sont elles qui baissent le stress oxydant. Ce sont elles qui boostent l'immunité. Ce sont elles qui augmentent la vasodilatation des vaisseaux. Tout ce qui est bon pour ma santé. Donc, plus je reste assis, moins je bouge, plus mon inflammation monte, etc. Et ça va jouer. Je ne vais pas, bien sûr, expliquer parce que je n'ai pas les compétences d'Olivier là-dessus sur le mécanisme, mais dans l'inflammation, il y a la neuroinflammation. Et cette neuroinflammation favorise le développement de maladies neurologiques chroniques, comme la sclérose en plaques, comme la maladie de Parkinson, comme la maladie d'Alzheimer, comme les démences, et aussi la dépression, l'anxiété et le burn-out. Tout ça, c'est formellement court. Aujourd'hui, le fait que nos enfants de 11 ans fassent de la dépression, ça veut dire qu'ils font des maladies de vieux. C'est tout. Quoi qu'il soit appelé un chat, comme le fait que nos enfants aient un diabète de type 2, des maladies de l'homme de 50 ans. Comme le fait que la première cause cardiaque aujourd'hui, à moins de 30 ans, c'est l'infarctus du myocarde, avant c'était 45 ans. Aujourd'hui, l'infarctus du myocarde se fait à 30 ans. C'est 15 ans d'exposition au cholestérol, la glycémie, au diabète, 30 ans moins 15 égale 15. Nos collégiens de 15 ans préparent l'infarctus à 30 ans. C'est pas tout. Vous pouvez prendre dans tous les sens. Tout ça, c'est pas vraiment trouvé par les chiffres. Donc voilà pourquoi l'effectivité est si mauvaise, en particulier pour ça. Tous les chiffres dont vous parlez, est-ce qu'il y a des études qui travaillent spécifiquement sur le sujet du lien entre l'activité physique et la santé mentale? Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce qu'il y a des pathologies sur lesquelles on sait que l'activité physique a un impact particulièrement important? Et même, est-ce que c'est du préventif ou du curatif de faire du sport quand on a une pathologie ou quand on a une problématique de santé mentale? Oui, on s'est comparé parce que Virgile a parlé des chiffres au niveau santé mentale. Aujourd'hui, par exemple, au niveau professionnel, tous les accidents du travail ont baissé, sont les troubles musculo-squelettiques et les symptômes psychosociaux, en particulier le burn-out. Donc en fait, tout le monde s'empare de comment je peux faire pour prévenir. Si je mange bien et si je bouge plus, je fais moins de burn-out. Confronté au même stress dans l'entreprise, c'est le plan social, eh bien, les gens qui bougent, les gens qui en plus associent alimentation saine et mouvement, font moins de moins. Donc il y a des effets dangereux. La dépression mineure modérée, qu'est-ce que nous disent les neurologues? Le premier traitement, c'est la activité physique. Ce n'est pas les antidépresseurs. Il faut que les médecins aient bien en tête. Aujourd'hui, on ne doit pas prescrire un dépressif modéré ou minime un antidépresseur. On doit lui prescrire de l'activité physique.
Enfin, je suis sidéré, mais ça va dans le bon sens. C'est Isabelle Amédo, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui est la médecin-chef de l'hôpital Sainte-Anne, le plus grand hôpital psychiatrique de Paris, qui nous dit, François, à Sainte-Anne, tous les malades font de l'activité physique. Et je diminue le traitement de tous les malades. Pour que des psychiatres nous disent qu'elle diminue le traitement des schizophrènes, elle diminue le traitement des troubles bipolaires quand les gens font de l'activité physique, ça montre bien que c'est formellement prouvé. Parkinson, toutes les recommandations internationales disent premier traitement, activité physique en même temps que les autres. Maladie d'Alzheimer, la seule thérapeutique qui a une efficacité préventive, avec une diminution d'environ 35% de toute maladie d'Alzheimer, et curative, c'est l'activité physique. Par les gériatres, ils nous disent que la seule chose qui a une efficacité, c'est la marche à pied chez nos Alzheimer. Tout le reste, ça n'a pas marché. Donc tout ça, c'est formellement prouvé. Et je pense qu'en préventif et en curatif, ce serait une erreur. Donc il y a des équipes, effectivement, qui travaillent avec la phonie là-dessus. Olivier, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer les mécanismes physiologiques qui expliquent le lien entre l'activité physique et l'amélioration de la santé mentale? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps qui fait que c'est bon pour notre santé mentale de faire de l'activité physique? Alors, en tout cas, merci également pour l'invitation. Je pense qu'en préambule, il est quand même important de définir ce que c'est la santé mentale. Parce que on pourrait se dire que voilà, il y a un schizophrène, bipolaire, vous pouvez voir les effets par l'activité physique de quelqu'un qui aurait de l'anxiété ou du surmenage. C'est important ce que je dis parce que le degré d'évidence aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai été embrouillé depuis tout à l'heure. Là, ce dont on parle aujourd'hui, santé mentale, on entend souvent le terme burn-out, anxiété et puis dépression. Depuis ce matin, on entend beaucoup parler de ça. Et effectivement, dans ce continuum un petit peu dans le spectre de la santé mentale, il y a aussi d'autres choses. Il y a des gens qui souffrent de schizophrénie, des gens qui souffrent de tout beaucoup plus lourd. Où là, l'activité physique, il y aura peu de chances qu'il y ait un effet curatif, et il va y avoir un effet par contre sur les symptômes qui vont avoir lieu. Ça, c'est un élément. Donc, effectivement, et là, je rejoins complètement ce que dit François, c'est que sur dépression, anxiété et surmenage, là, les effets sont et clair sur notamment dépression modérée où effectivement les gens. Voilà. Je voulais faire cette précision, c'est important qu'on n'ait pas d'amalgame et que quelqu'un nous écouterait de l'humour. L'activité physique va être bonne, mais voilà, on va regarder l'effet de montée. Mais par contre, s'il y a une grande cause nationale en 2025, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prévalence de plus en plus importante de, effectivement, le problème de burn-out, de surmenage, d'anxiété et de stress. Sur les chiffres, moi, ma compagne infirmière en psychiatrie, tous les jours, depuis un certain nombre d'années, étudiants, pour ces problèmes. C'est factuel, hein, c'est très clair. Et c'est très clair parce que je le vis à tous les jours, de ce que je peux entendre de ma compagne. Et dans ce domaine. Donc, pour répondre à ta question. Donc, prenons l'exemple, par exemple, de la dépression. Quelqu'un qui, pour X raisons, vous savez que c'est multifactoriel, tomberait dans le coup de la dépression. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, avec l'activité physique, on va dire 3 rôles. Un rôle sur les mécanismes directs qui peut être impliqué dans la dépression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une dépression légère à modérée, vous allez voir un psychiatre ou un médecin généraliste. Qu'est-ce qu'il va vous donner si ça perdure? Il va vous donner un traitement médicamenteux qui va jouer sur un neurotransmetteur en particulier, qu'on appelle la sérotonine. Notamment, c'est des recapteurs à sérotonine. Plein de médicaments, il y a plusieurs types de médicaments. Et donc, parce qu'il est souvent impliqué dans la dépression. Mais qu'est-ce qu'on fait en faisant l'activité? On libère naturellement cette molécule-là, ce neurotransmetteur dans votre cerveau. On appelle souvent le neurotransmetteur du bien-être, de la bonheur. Et donc, finalement, vous allez avoir un impact direct sur les mécanismes qui sembleraient ne pas bien fonctionner, qui pourraient expliquer la dépression. Ça, c'est un mécanisme direct. Après, il y a ce qu'on appelle, je verrai plutôt des mécanismes indirects, qui vont être produits par l'activité physique, dans votre cerveau, par vos muscles aussi, et qui vont participer au bon fonctionnement cérébral. Ce qu'a dit tout à l'heure François, et puis moi je rebondis sur une phrase que j'expliquais, qui nous permet d'une manière en commun, c'est Martin Duclos, qui dit souvent que le muscle c'est une pharmacie ambulance. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en train de faire de l'exercice physique, vous produisez énormément de myokines, de produits qui sont libérés par le muscle, et qui vont au niveau de votre cerveau. Et qui vont participer tout simplement à la plasticité cérébrale, qui vont expliquer
diminution, effectivement, de l'inflammation qu'on peut avoir dans le cerveau. Donc, on est stressé, ça crée de l'inflammation. Et quand l'inflammation perdure, ça peut effectivement expliquer certaines maladies neurodégénératives, un glissement cognitif anticipé. Et donc, ce sont des éléments indirects. Ce n'est pas sur le mécanisme cible de la dépression, si je pense, et qui vont jouer sur des mécanismes un peu indirects. Et puis, il y a d'autres éléments qui vont être ultra importants. Même, tu parles de nutrition, François, mais il y a un lien très fort entre notre intestin et notre cerveau. Hein, très, très fort, par le nerf vague, un nerf très important, et qui fait le lien entre notre microbiote intestinal et nos fonctions cognitives et notre santé. Et quand je fais l'activité physique, ça améliore mon microbiote, donc ça va améliorer indirectement aussi mon état cellulaire. Et le troisième, c'est les psychosociaux, hein. C'est-à-dire que vraiment, par l'activité physique, vous allez avoir effectivement un isolement moindre, des interactions avec autrui. Et tous ces éléments-là vont aussi participer à la santé, au bien-être de votre santé. Donc il y a des effets directs, biologiques, indirects et psychosociaux par rapport à la vie. Alors, juste avant de reprendre, je vais faire un petit test sans micro pour que les gens en ligne puissent nous dire si sans les micros, on nous entend davantage et si le son est meilleur quand je parle sans aucun micro. Je laisse les gens réagir. Emmanuel, tu me diras si on continue avec ou sans micro. Olivier, sans micro pour l'instant et on verra si on les reprend après. Est-ce que, donc on va laisser tomber les micros, Olivier, est-ce qu'il y a des sports qui sont particulièrement bons pour la santé mentale justement? Est-ce que tous les sports se valent ou est-ce que c'est mieux de faire de la course à pied, du tennis de table, on en parlera avec Audrey, du roller ou de la randonnée? Est-ce qu'il y a des influences différentes du sport qu'on pratique sur ces neurotransmetteurs ou sur justement cet impact pour la santé mentale? Alors, aujourd'hui, il faut garder en tête que ces travaux-là, ça ne date pas d'hier. L'activité physique cerveau, ça a commencé dans les années 70, il y a pas mal. Et il faut dire que la communauté scientifique s'est orientée uniquement sur le cardiovasculaire. Parce que finalement, vous voyez qu'il y a un lien très fort avec des aspects cardiométaboliques importants, que je connais très bien François. Mais voilà, et on considérait souvent que notre santé cardiovasculaire était le reflet de notre santé cérébrale. Donc, il y a eu un focus énorme de la science sur le type d'activité physique, type vélo, course à pied, marche rapide. Et les résultats montraient que oui, effectivement, ça fonctionne. Et puis à un moment donné, il faut garder en tête que l'OMS aujourd'hui recommande bien sûr l'activité physique cardiovasculaire, mais pas que. D'autres types d'activités physiques d'ordre musculaire, d'ordre étirement, et ainsi de suite. Et là, on s'est rendu compte que, de manière assez étonnante, tous les travaux qui ont tenté de montrer un effet de l'exercice plutôt musculaire sur votre cerveau montraient un effet aussi cognitif. Alors, les adaptations physiologiques ne sont pas les mêmes. Parce que si je fais un entraînement plutôt musculaire, je vais avoir des adaptations au niveau neuromusculaire. Si je fais un travail cardiovasculaire, je vais avoir des effets plutôt au niveau cardiovasculaire et métabolique. Et on s'est rendu compte finalement, et je trouve que la formule est assez jolie, d'un papier d'un ami à moi qui avait dit finalement, toutes les routes mènent à Rome. Parce que à la fin, quand on regardait ce qui se passe d'un point de vue clinique, au niveau cognitif, notamment chez les personnes âgées, on se rendait compte qu'il y avait une amélioration des fonctions cognitives avec ce type d'entraînement. Quand tu commençais à regarder un petit peu plus précisément les mécanismes, ils étaient différents. Sûr, ils étaient différents. Mais à la fin, on arrivait à avoir un effet positif sur la fonction cognitive. Donc aujourd'hui, finalement, avoir une approche multivariée, c'est plutôt quelque chose d'encourageant. Également, il y a eu d'autres types de pratiques qui ont été étudiées, la danse, le tai chi, et qui montrent aussi un impact positif sur les fonctions cognitives. Alors, qui ont une stimulation physique moindre que si on allait faire du cardiovasculaire à plus haute intensité. Et comme vous jouez sur une double stimulation cognition-cerveau, enfin cognition-activité physique, vous boostez encore plus vos fonctions cognitives. Et donc, il y a aussi ces éléments. Alors, moi, ce que je vous dirais, c'est qu'aujourd'hui, faites une activité physique et sportive et ça fonctionnera. Par contre, il y a des travaux, là, donc c'est intéressant de voir toute une actualité scientifique. Est-ce qu'ils vont jouer dans l'environnement pollué? Ou est-ce que je vais plutôt dans la forêt? Il y a des choses qui commencent à sortir et qui pourraient expliquer que dans un environnement plutôt non pollué, il y a des bénéfices plus importants. Donc ça peut être intéressant. Par contre, c'est vrai que, je pense, je me tourne par ma collègue qui vient du tennis de table, néanmoins, il y a quand même une petite différence.
Si vous prenez le cerveau de quelqu'un qui a pratiqué toute sa vie un sport où il y a des prises de décision, c'est-à-dire au tennis de table, versus quelqu'un qui a été plutôt sur le sport d'endurance, dans ce groupement de fonctions cognitives où il y a de la prise de décision, donc tous les gens sportifs, peu importe la discipline, sont plus performants cognitivement que les gens qui sont sédentaires. Donc ça, c'est le premier à noter. Peu importe ce que vous faites, votre fonctionnement sera plus important que celui qui reste assis et fait sur la chaise, en soi. Et par contre, quand vous regardez un petit peu plus précisément certains types de fonctions cognitives, celui qui aura pris des décisions toute sa vie par sa pratique sera légèrement plus performant que celui qui est plutôt dans une pratique sportive, voilà, où il y a moins de prise de décision. Peu importe finalement, finalement, ce qui est important, c'est que ça dure dans le temps. Qu'est-ce qui fait que ça dure dans le temps? C'est qu'on prenne du plaisir pendant l'activité. Donc aujourd'hui, finalement, le message c'est clair. Choisissez une activité physique qui vous plaît, continuez-la dans le temps, et vous aurez un bénéfice. Merci beaucoup. Audrey, justement, on va parler du ping santé. Aujourd'hui, concrètement, c'est quoi cette politique du ping santé au sein de la Fédération française de tennis de table, sachant que depuis quelques jours, voire quelques heures, la Fédération de tennis de table est une des premières fédérations, la première fédération à mission, et donc ça rentre forcément, on pense, en partie dans ce cadre. Et juste, excusez-moi, mais compte tenu du fait qu'on est sans micro et sur le micro directement, vraiment éviter les apartés, s'il vous plaît, parce que sinon, je pense que ça dégrade très fortement le son pour les participants en visio. Audrey, Ping Santé. Déjà, merci de m'accueillir. Alors, le Ping Santé, la Fédération française de tennis de table, ça a commencé à partir de 2018 parce qu'en fait, il y a un élu au sein de la fédération qui a justement eu une pathologie qui est le cancer. Donc, il s'est dit, comme je suis le premier concerné, pourquoi pas développer ma pratique autour de cette pathologie. Donc, au début, la fédération s'est tournée plutôt sur le ping après le cancer. Il y a eu aussi, après, s'est tourné vers la BPCO. Après le Covid, en fait, on s'est rendu compte que les personnes voulaient pratiquer, se sont vraiment rendu compte de l'importance de l'activité physique pour leur santé. Donc, on a essayé de vraiment encore plus développer sur ce qui s'appelle le ping santé. C'est en fait ouvrir des créneaux pour les personnes avec des maladies chroniques, car souvent, les personnes ayant ces maladies-là ont du coup de l'anxiété, de la dépression, mais aussi ça touche leur entourage, notamment pour les pathologies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, où justement aujourd'hui on a des conventions avec France Alzheimer, France Parkinson, pour développer ces créneaux-là, pour développer la pratique pour ce public-là. Donc du coup, concrètement, on va ouvrir la pratique à ces personnes-là, mais on ne va pas forcément agir sur leur santé mentale en premier, c'est-à-dire on va surtout agir sur le cadre, c'est-à-dire leur proposer un cadre bienveillant, un cadre sécurisant, en formant par exemple les éducateurs, parce qu'on s'est rendu compte que les personnes, en fait, s'ils se rendent compte qu'ils sont bien entourés, qu'ils sont bien accueillis, qu'ils font une pratique où c'est adapté à leurs besoins, à leurs envies, à leur niveau surtout, ils viennent de façon plus facile. On a par exemple le club d'Angoulême qui nous a partagé leur expérience où souvent les personnes malades d'Alzheimer, au tout début, arrivent très fermées, se demandent qu'est-ce qu'elles font là. Et en fait, au fur et à mesure de venir, elles ont vraiment envie d'être là. Elles s'ouvrent justement et les aidants aussi, par conséquent, vivent un meilleur moment. Donc, du coup, on agit sur la santé mentale de manière indirecte, mais ça avance, ça a vraiment un impact sur la vie de la personne. Alors, ouvrir des créneaux dans les clubs réservés pour le ping santé, notamment par exemple pour la maladie d'Alzheimer, en théorie, c'est très joli, mais en pratique, ça veut dire quoi concrètement? Parce qu'on sait qu'on parle beaucoup de politique nationale, mais des fois, on a du mal à se rendre compte combien de clubs ouvrent réellement ces créneaux. Ouvrir des créneaux, est-ce que c'est 1 par mois, 2 par an, pour dire qu'on rentre dans le cadre de ce qui est demandé, ou est-ce que c'est plusieurs créneaux par semaine? Comment ça se passe concrètement et opérationnellement? Alors, généralement, les clubs commencent par le ping santé, enfin, un créneau ouvert globalement aux pathologies chroniques pour vraiment voir si ça fonctionne, s'il y a surtout une demande autour de leur club, évidemment. Ensuite, par exemple, on les met en relation avec, par exemple, les maisons sport santé, les établissements, les EHPAD, pour savoir
qui pourraient être potentiellement intéressés pour les pathologies plus spécifiques comme Alzheimer et Parkinson. La plupart fonctionnent assez bien, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir des créneaux assez remplis et proposent aux personnes de venir 1 à 2 fois par semaine. Sauf que des fois, malheureusement, il y a juste 1 à 5 personnes Parkinson. Alors, dans ce cas-là, on encourage les clubs à faire du coup de l'inclusif, de la pratique inclusive. Et justement, on s'est rendu compte que ça fonctionne vraiment bien. Donc, pour les créneaux Alzheimer aussi, par exemple, ou Parkinson, on encourage les clubs de les faire pratiquer des fois aussi avec les plus jeunes. Donc, comme ça a des bénéfices des deux côtés. Les plus jeunes comprennent ce qu'est la pathologie et les plus âgés se donnent une nouvelle énergie, en fait, retrouvent un petit peu avec cette jeunesse. Donc, globalement, c'est une pratique qui est recommandée 1 à 2 fois par semaine. On recommande entre 1 heure à 1 heure et demie un temps d'accueil, c'est-à-dire que les personnes viennent sur 1 heure, 1 heure et demie, mais ne pratiquent pas 1 heure, 1 heure et demie, car c'est beaucoup, car avec leur pathologie, ça entraîne beaucoup de fatigue. Alors pour cela, pour du coup ce que je parlais avant, avoir un cadre bienveillant et sécurisant, on va prendre pourquoi pas 30 minutes où on va parler, on va accueillir les personnes. Ce qu'ils adorent surtout, c'est les petits déjeuners, discuter entre eux. Donc pourquoi pas vraiment privilégier la pratique 30 à 45 minutes, mais privilégier surtout un temps d'accueil, un temps de discussion surtout. Et notamment, ça leur fait du bien. Et aussi pour les aidants, j'en parlais, qui justement, les malades, ils se disent, d'accord, je suis là au tennis de table, donc je peux m'appuyer plutôt sur l'éducateur, sur d'autres personnes qui ont la même pathologie que moi, et je peux laisser ma femme, ma fille, pour un moment de répit, on va dire. Aujourd'hui, concrètement, combien c'est de clubs, et après je laisse François réagir, combien de clubs de tennis de table mettent en place réellement ces créneaux, on va dire au moins un créneau hebdomadaire, parce que, encore une fois, c'est toujours important de se dire, des fois la théorie, on a l'impression qu'il y a une belle théorie qui a été mise en place au niveau national, mais en fait on s'aperçoit que c'est 10 clubs de tennis de table dans toute la France. Là, je crois que ce n'est pas le cas, donc est-ce que tu peux nous partager effectivement ces chiffres, parce que forcément c'est important de montrer que des fois il y a des décisions qui sont prises en haut et qui sont vraiment suivies des faits dans tous les clubs sur tout le territoire français. Alors au niveau Pink Santé, ça va être vraiment une centaine de clubs, c'est vraiment le créneau qui est le plus ouvert, qui fonctionne le plus dans les clubs. Au niveau des créneaux Alzheimer, c'est un peu plus de mal à se mettre en place. On est quand même à une quarantaine de clubs. Après, au niveau Parkinson, là, ça fonctionne vraiment bien parce que justement, on ouvre un circuit de compétition pour eux. Donc, en fait, il y a vraiment une offre grande pour cette pathologie. On doit être à 70-80 clubs. Donc, vraiment, ça fonctionne très, très bien dans l'ensemble au niveau de Parkinson. Moi, je voulais compléter un petit peu ce que disait Audrey et dire que ce que fait la Fédération française des tennis de table, c'est une très très bonne idée. Première chose, il faut savoir que ce n'est pas le fait du tennis de table si jamais il n'y a pas beaucoup de gens. Et qu'aujourd'hui, il y a à peu près 30 à 35% de médecins qui prescrivent l'activité physique adaptée. Et il y en a très peu qui la prescrivent pour les troubles mentaux. Premier point. Deuxième point, nos enseignants d'activité physique adaptée, il n'y en a pas beaucoup qui sont formés à la prise en charge. Je pense que c'est un peu pareil pour les éducateurs sportifs. Je parle des troubles mentaux en général. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'on a un effort à faire, nous, au niveau de la formation, et là, je me tourne vers les gens qui font la formation des enseignants d'activité physique adaptée, on a un effort à faire sur ne pas oublier ces pathologies. C'est la même chose pour le handicap. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont formés au handicap, quel qu'il soit, et des troubles mentaux, c'est pareil. Donc, on a un petit peu ce blocage. Et puis, ce qui est très intéressant dans ce que disait Audrey, c'est que, outre le fait qu'il y a de la compétition pour le Parkinson, je pense que le Parkinson est vraiment une pathologie qui va avoir des troubles moteurs, qui va beaucoup bénéficier du tennis de table. L'Alzheimer n'a pas de troubles moteurs en réalité, ou très peu, c'est surtout des troubles cognitifs. Et je pense que même si j'explique à un Parkinsonien, si moi je l'ai en face de moi, je lui explique que le tennis de table va lui permettre par les mouvements qu'il fait regagner du dynamisme dans ses mouvements, puisque ce sont des gens qui vont très lentement, qui perdent de la vitesse d'exécution, qui vont en regagner, ça va plus les motiver globalement. Donc le patient qui a la maladie d'Alzheimer, je pense que j'aurais plus de mal à le convaincre qu'il faut qu'il aille faire du tennis de table qu'autre chose qu'un Parkinsonien. Donc je pense qu'effectivement le Parkinson, c'est un très bon exemple de patient qui doit beaucoup bénéficier du tennis de table. Effectivement. Vincent, aujourd'hui, donc délégué ministériel Sport Santé, comment concourir aujourd'hui
à cette grande cause nationale 2025 sur la santé mentale? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont imaginés pour que le sport prenne toute sa place justement dans cette grande cause nationale? Et qu'est-ce qui va pouvoir être travaillé dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour essayer justement de multiplier les initiatives comme celle prise par la Fédération française de tennis de table, mais pas seulement? Une manière de répondre à votre question, c'est de revenir sur un sujet qui a été abordé, qui sont les étudiants. Je trouve que c'est un très bon exemple. Moi, je considère que la situation, le lien entre pratique sportive et monde étudiant est un drame français. On a 40% des étudiants qui ne font aucun sport, un étudiant sur 5 fait du sport à l'université. Alors, je ne veux pas à nouveau comparer avec les pays nordiques ou anglo-saxons, mais sachez qu'on est très loin du compte et que c'est totalement inacceptable, surtout quand on sait la force du sport et de l'activité physique dans le parcours étudiant, pour mieux se concentrer, pour être dans un meilleur bien-être, pour avoir du lien social, parce que l'isolement étudiant existe aussi. La force du sport, c'est aussi le lien social, un des bienfaits. Et donc, à travers, que ce soit la grande cause l'an dernier ou à travers la grande cause de cette année, concernant le lien entre pratique sportive et santé mentale, je pense qu'il faut continuer à cibler les publics qui sont les plus éloignés de la pratique sportive. Ils sont, 1, les étudiants, on peut le dire, 2, les personnes en situation de handicap, 1 sur 2 ne fait aucun sport, 3, les seniors, 35% d'entre eux ne font aucun sport, à cela s'ajoute la problématique de la solitude, et 4, les femmes. Et concernant ces dernières, c'est un peu valable pour les 3 autres, mais plus elles sont dans un milieu défavorisé, plus il y a une rupture avec la pratique sportive qui est à 2 niveaux. Premier niveau, c'est le collège. Deuxième, la maternité. Si vous êtes une femme issue d'un milieu favorisé, votre compagnon et vous-même, vous allez continuer à faire du sport. Si vous êtes issu d'un milieu défavorisé à la naissance du premier enfant et du deuxième, ben c'est la femme qui ne fait plus de sport. Alors, ça a été dit par 2 éminents professeurs, donc moi je ne vais pas y revenir, bien évidemment, il y a un lien très fort, reconnu d'ailleurs autant par l'OMS que la Haute Autorité de Santé sur la pratique sportive, enfin la pratique d'une activité physique et sportive régulière et la santé mentale. Sous votre contrôle à tous les 2, messieurs, je crois qu'on sera d'accord pour dire que pour lutter contre l'anxiété, pour lutter contre la solitude qui peut créer des pathologies en termes de santé mentale, pour lutter contre la dépression, rien de mieux que l'activité physique et sportive. D'ailleurs, l'OMS comme la Haute Autorité de Santé reconnaissent pour les pathologies moyennes et légères. C'est vrai que vous avez raison, pour d'autres pathologies, c'est un accompagnement, mais ça ne peut pas être le premier des médicaments. En revanche, le meilleur des antidépresseurs pour la dépression, par exemple, c'est le sport. Il est prouvé que le sport égale un traitement médicamenteux, je le rappelle, pour des pathologies légères à moyennes, et l'équivalent d'une psychothérapie. Donc c'est fondamental parce que le sport, justement, crée des hormones positives, comme c'était rappelé tout à l'heure, comme la dopamine, l'endorphine, et que quand vous faites du sport, vous allez mieux. Alors, cette grande cause nationale 2025, elle va avoir plusieurs rôles. Le premier rôle, c'est de libérer la parole. Libérer la parole dans la cellule intrafamiliale. Vous pourrez peut-être le noter autour de vous, mais c'est un sujet dont on parle peu finalement en famille. Libérer la parole sur la scène publique. Par exemple, moi je trouve génial le livre de Nicolas Demorand qui sensibilise les gens, parce que je me permets de rappeler les chiffres. Pourquoi il y a une grande cause nationale santé mentale? C'est que vous avez 30 millions de personnes, tu l'as un peu dit tout à l'heure en parlant, ou dans c'était Virginie qui l'a évoqué, 30 millions de personnes qui, une fois dans leur vie en France, sont concernées par une problématique de santé mentale, que la première raison de décès pour les 15-35 ans, c'est le suicide, plus que les accidents de la route, et vous avez 9 300 suicides par an en France et 20 000 tentatives de suicide, que la consommation de psychotropes représente la première dépense de l'assurance maladie, et au-delà du bien-être des gens, qui est très important et qui est fondamental, et de tous les cas, comme vous tous, on est d'abord là pour ça. Mais accessoirement, vous savez que le déficit de la sécurité de l'assurance maladie cette année de mémoire, c'est 18 milliards, et la consommation de psychotropes représente 23 milliards. Donc, si on développe la pratique de l'activité physique et sportive comme un moyen de prévention à la fois primaire, secondaire et tertiaire, il est évident que sur le
que sur le moyen terme et le long terme, on va faire des économies à l'assurance maladie. D'ailleurs, quelqu'un comme Thomas Fatoum l'a très bien compris, l'actuel directeur général. Il y a eu un tournant, un virage préventif au sein de l'assurance maladie lors de leur rapport annuel. C'est chargé de produit, dans ce rapport, qui explique clairement qu'il faut aller vers le développement de l'activité physique adaptée, de la pratique de l'activité physique et sportive en termes de prévention. Et ça commence par la santé mentale. Alors en 2024, on avait déjà fait pas mal de choses sur le sujet. Dans le cadre de la grande cause, on avait fait par exemple avec Valérie Fournéron des Olympiades LGBT, unité pour malades difficiles. On avait été sur les territoires un peu sensibilisés. Et on va continuer bien évidemment dans la dynamique de cette grande cause. Il y a tout un programme gouvernemental auquel le ministère des Sports participe. Il y a bien évidemment, ça a commencé par le ministre de la Santé, que le sport est un outil important des politiques publiques en matière de santé. Et on va lancer à la rentrée le 14 septembre la première fête nationale du sport, à laquelle je vous invite tous à participer, la stratégie nationale sport-santé numéro 2 qui succède à la première et s'était déroulée de 2019 à 2024. Ce second acte va mettre en avant deux choses: sensibiliser les Français justement aux bienfaits du sport en termes de santé, de santé mentale et de bien-être, et valoriser l'APA, puisque comme l'a rappelé tout à l'heure le professeur Carré, au regard des chiffres de prescription, il y a un boulevard pour faire beaucoup mieux. Et j'espère que le prochain PLFSS permettra d'accompagner des parcours coordonnés, par exemple en matière de diabète, en matière de maladies respiratoires, en maladies cardiovasculaires. Pour aller de l'avant, ce serait un bond en avant énorme s'il y avait cette prise en compte. Dernière chose, cette volonté d'associer sport et santé est liée aussi à une bombe à retardement qui a été évoquée et à une révolution que nous vivons chaque jour davantage. La bombe à retardement, c'est la sédentarité. 95% des Français sont en fragilité sanitaire du fait d'une trop grande sédentarité. Et la deuxième chose, c'est la révolution du vieillissement. À partir de l'année prochaine, jamais la France n'aura eu autant d'octogénaires. C'est une très bonne nouvelle pour nous tous. Il y aura parmi vous, notamment vers les plus jeunes, je pense que vous serez centenaires, ce dont je vous félicite. Et le professeur Carré, lui, c'est au-delà parce qu'il est éternel, il est un peu comme les académistes. Mais, et là, il y a bien évidemment un lien avec santé mentale et bien-être, contre la solitude, etc. Donc, ça devient un enjeu sanitaire énorme, la pratique de l'APS et de l'APA. Sur Carré, justement, on a l'impression, alors je ne vais très certainement pas dire que le combat est gagné, mais qu'en tout cas, aujourd'hui, plus personne ne peut nier le lien entre activité physique et sportive et bien-être physiologique. C'est-à-dire que de plus en plus, quand on l'évoque tous parmi nos proches, les gens ne nient plus cet intérêt majeur de l'activité physique et sportive, même si le combat est encore long et qu'il faut que ça imprègne toute la société. Est-ce que c'est un nouveau combat de travailler sur ce lien entre activité physique et sportive et santé mentale? Est-ce que c'est une autre étape à franchir et qui il faut convaincre et comment? Est-ce qu'il faut convaincre en priorité toute la population avec des grandes campagnes comme elles ont pu exister sur le budget tout simplement de manière générale? Est-ce que c'est les professionnels de santé qu'il faut davantage convaincre? Est-ce que c'est la formation des APA? Quelles sont les priorités et comment essayer de s'y prendre? Il y a beaucoup de questions dans ce que tu me poses. Premièrement, je dirais que ce n'est pas un nouveau combat. Pour moi, tous les malades ont droit à l'activité physique. Je pense, par exemple, petite anecdote, il y a une association qui se bat beaucoup pour le cancer du sein qui fait faire l'activité physique aux femmes pour les cancers du sein à Rennes. Et il se trouve que, comme je connais pas mal les associations, j'ai une malade qui vient me voir, qui me dit, écoutez, docteur, je suis allé voir l'association dont je viens de vous parler, ils n'ont pas voulu me voir parce que j'ai un cancer de la vessie. Alors j'ai appelé l'association en leur disant, mais attendez, il n'y a pas de différence entre un cancer du sein et la vessie pour l'activité physique, donc pourquoi vous refusez des malades qui ont le cancer de la vessie? Et elle me dit, oui, mais on n'a pas assez de place parce que nos malades qui viennent, ça fait 30 ans qu'ils viennent, 20 ans.
C'est pas ça le rôle de l'activité physique adaptée. Le rôle de l'activité physique adaptée, c'est de donner l'autonomie à la personne pour qu'elle continue. Donc je lui ai dit, mais non, vous devez accepter tous les cancers. Vous imaginez? Parce que la malade est revenue vous voir, et c'est le terme, elle m'a dit, voyez docteur, j'ai pas de chance. 2 fois. Parce que j'ai un cancer, la deuxièmement, parce que j'ai pas le bon. Donc je vais bien. C'est pour ça que je vous dis que je ne vais pas dire que c'est un nouveau combat. C'est un combat important parce qu'il va mettre un éclairage sur une population qui a été sous-estimée et que les gens ne le savent pas. Je rappelle en particulier pour l'éducation nationale que les enfants qui font de l'activité physique, pas forcément du sport, ont des meilleurs résultats scolaires. Avant de répondre un petit peu à peut-être les étapes, je voulais rappeler 2 choses qui vont dans le sens vraiment de ce que dit Vincent. C'est les neurologues, c'est les intellectuels de la médecine. Moi, je leur rappelle, aux neurologues, on sait que l'activité physique, c'est bon pour le cœur depuis 1953. Eux, ils s'en sont rendus compte en 2010. Alors, je ne vais pas dire par là que ça, c'est pour les taquiner. Mais surtout, quand le neurologue vient me voir à Rennes et me dit, tu sais, François, la nourriture du cerveau, c'est l'activité physique, on a franchi un grand pas. Donc ça veut dire que c'est vraiment très important. Que eux prennent en charge des patients sévères et que pour eux, ils reconnaissent que c'est très important. Deuxièmement, je reviens sur un autre point qu'a dit Vincent, et ça va faire plaisir à Virgile, puisqu'il vous a promis. Donc, il se trouve que vous avez entendu, comme moi, qu'il y a un abaissement du budget du ministère des Sports. Le ministère des Sports, je ne le considère pas du tout comme coupable, il obéit aux ordres. Aux ordres de qui? De Bercy. Donc, je suis en train d'essayer de me dire, j'aimerais bien rencontrer Bercy, je ne sais pas si je pourrais un jour les rencontrer, je n'arrive jamais à les rencontrer. Vous allez voir, c'est très rigolo. Mais je leur expliquer que non, l'activité physique et le sport n'est pas un coût, c'est un investissement. C'est ce que vous a dit Vincent. C'est un investissement. Donc, le jour où on a compris ça, c'est quand même important. Et pour finir ma petite phrase, mon petit topo, je leur dirai gentiment, je vais citer Michel Audiard, je le cite textuellement, comme ça, ne m'en voulez pas. Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Pour bien qu'on comprenne les choses. Il faudrait peut-être que les gens prennent conscience, et là j'en reviens à la première phrase que tu m'as dit, quand on est intellectuellement honnête, on ne peut pas nier les bienfaits de l'activité physique. C'est impossible. Quand j'ai un médecin devant moi qui me dit « Mais François, l'activité physique, il y a vraiment des preuves », je lui dis « Tu dois avoir dans la bibliographie à peu près 30 ans de retard. » Personne ne peut le dire. Tous les pays disent, toutes les sociétés savantes le disent. En cardiologie, on dit d'abord l'activité physique. C'est aussi important que les bêta-bloquants. Tout ça, c'est des messages très forts. Alors, pour finir, les médecins n'ont pas encore compris. Les médecins ont du retard parce qu'on ne leur a pas appris dans leurs études, donc il ne faut pas leur jeter la pierre, tout simplement. Donc je crois qu'on a plein d'actions à mener, il faut qu'on aille les mêmes qu'on avait dit, et vous les retrouverez dans la mission de Langres auquel j'ai eu l'honneur de participer, c'est-à-dire, nous l'avions proposé, nous ne l'avons pas obtenu. Pour le moment, on espère, il y a besoin d'un délégué interministériel. Comme en Finlande, qui a été cité par Vincent. Le délégué interministériel va aller voir l'urbanisme, va aller voir le ministère du Travail, va aller voir le ministère de la Santé. Tiens, à propos, tout le monde a noté que la loi du sport sur ordonnance a été portée par qui? Madame Fournéron, qui était ministre du sport, pas de la Santé. Ce n'est pas la Santé qui a lancé la loi du sport sur ordonnance, c'est le ministère de la Santé. Qui est-ce qui a supporté les maisons sport santé? C'est le ministère de la Santé. Le ministère des Sports. Et c'est le ministère de la Santé qui a été reculon au début. Donc, je veux bien dire ça veut dire que dans ce pays, ceux qui croient vraiment dans l'activité publique pour la santé, c'est le ministère des Sports, si je prends les ministères. Donc, ce délégué interministériel, il aura le ministère du Travail, le ministère de l'Environnement, tous ces ministères, pour que tous travaillent ensemble. Par exemple, c'est quand même un peu choquant qu'en France, alors le chiffre est peut-être faux, je vais Vincent me corriger, il y a à peu près 20% des stations de métro qui sont accessibles aux handicapés. Pourquoi à Londres, c'est 100%? Pourquoi au Brésil, c'est 100%? Pourquoi au Brésil, c'est 100%? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, toutes ces choses-là, ça a l'air de rien. Mais quand on ajoute ça, plus ça, plus ça, on se dit, mais bon sang, François, effectivement, on a encore plein de choses à faire. Donc, ceci, c'est pour répondre à ta question. On va tous travailler de la même façon. Il faut que les enseignants d'activité physique adaptée, on revoie un petit peu leur... et ça, on a mis en place avec le collectif Transfert, le neuroscientifique dont fait partie Olivier, et tous me disent, François, il faut qu'on voit avec les enseignants à part, ils sont un peu légers sur la prise en charge des troubles mentaux, des patients avec des troubles de santé mentale. Donc, on va regarder ça. On va aller, je vais aller dire aux professeurs, aux médecins d'arrêter de signer des certificats de dispense d'activité physique, etc. Toutes ces choses-là qu'il faut qu'on change. Donc, il y a un gros travail à faire. Olivier, vous êtes chercheur Oui. et
Et du coup, ma question va paraître ultra caricaturelle et basique, mais du coup, en ce moment, vous cherchez quoi sur ce lien entre activité physique et Ça va rappeler une vieille maxime que tu es en train de voir. et santé mentale. Aujourd'hui, la recherche, elle porte sur quoi? Et on a besoin de démontrer quoi? On a besoin d'aller chercher des informations sur quoi pour justement améliorer ce sujet de faire le lien davantage dans notre société entre activité physique et sportive et santé mentale. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que malgré l'évidence qui est quand même relativement solide sur certains points, il y a quand même quelques controverses. On va encore continuer à travailler sur le rôle de l'activité physique, sur la santé cognitive. C'est comme ça, donc c'est normal. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut qu'on réussisse à améliorer, c'est la simulation de la prise en charge. Parce que finalement, être en bonne santé, c'est pas juste cumuler de l'activité physique, puis récupérer comme il faut. Il y a effectivement une prise en charge qui peut être différente en fonction de l'âge, en fonction de la pathologie. Et aussi de comprendre les mécanismes. Parce que c'est à partir de la compréhension des mécanismes physiologiques qui sont sous-jacents qu'on va pouvoir finalement optimiser la prise en charge et les protocoles de prise en charge. Donc, nous, par exemple, à Poitiers, moi, je m'intéresse particulièrement à une molécule que je produis, et qui a été longtemps considérée comme quelque chose de négatif, et qui est en fait un rôle très important dans le système médecin, donc point de vue énergétique. Donc, voilà, nous, les 5 prochaines années sont essentiellement là-dessus, et qui basculeront vers des maladies neurodégénératives. C'est-à-dire que si effectivement, en preuve de concept, on arrive à montrer que cette molécule-là est impliquée, donc ça veut dire qu'il y a une conséquence clinique sur la prise en charge, et que derrière, effectivement, on peut faire ruisseler ce type d'informations-là sur les maladies type Alzheimer ou autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc là, aujourd'hui, je suis pas le seul, on aime beaucoup à travers le monde à vraiment s'intéresser à ce type de choses-là, et de voir voilà, comment on peut optimiser les protocoles de prise en charge. Juste l'objectif de démontrer ça, c'est que ça devienne encore plus une évidence pour tous les pouvoirs publics, que ça devienne encore plus une évidence pour l'assurance maladie, que ça devienne encore plus une évidence pour tous les professionnels de santé de se dire je ne peux plus nier le lien évident. Et la finalité derrière, ça va permettre quoi pour accélérer justement le mouvement quand, on l'espère, vous aurez réussi à faire cette démonstration. Et si je te retournais la question en te disant est-ce qu'aujourd'hui on a réussi à convaincre les pouvoirs politiques presque sur un domaine où les évidences sont encore plus importantes, sur les aspects cardio-métaboliques, est-ce que ça a changé quelque chose? Alors que le degré d'évidence, il est là très très important. Moi, forcément, mon premier job, c'est d'enseigner, c'est de faire de la recherche, et c'est qu'il y a un intérêt clinique derrière, pour la population générale. Donc, si derrière, on arrive à montrer, les équipes en France ou à travers le monde, on arrive à montrer que l'activité physique, c'est bon sur ces aspects cognitifs ou cérébraux, que telle pathologie, c'est plutôt ça, quels sont les mécanismes, on aura déjà gagné. Si derrière, les pouvoirs, les instances publiques ne le prennent pas en compte, ce serait juste dommage. Mais est-ce que vraiment ça va changer quelque chose? C'est une bonne question que je pose. Donc voilà, et j'insiste, je me permets de rebondir sur 2 éléments qui sont différents. François parle effectivement de la partie enfant, je pense que c'est vraiment un enjeu, clairement. Parce qu'on voit bien que la réussite scolaire, le stress ressenti ou le bien-être ressenti à l'école est vraiment clairement influencé par l'activité physique de la terre. Et je rebondis deuxièmement sur un enjeu effectivement aujourd'hui de si vraiment ça devient quelque chose d'important pour nous, cette sphère-là, effectivement, François en parlait, on a un enjeu effectivement sur la formation. Aujourd'hui, dans les socles que l'on a de formation, je parle d'une certaine supérieure, en STAPS, on a effectivement une sensibilité de plus en plus importante. Et je crois qu'aujourd'hui, ça doit s'emparer aussi dans la formation de ces éléments-là, qui sont vus dans différents éléments, dans différents endroits, et qui peuvent être encore plus renforcés. Donc je pense qu'il y a un enjeu, et si on arrive à sensibiliser ces acteurs-là, ces enseignants d'activité physique adaptée, qui sont en première ligne, encore à leur donner cette nouvelle compétence, je pense qu'on peut petit à petit y arriver. Et je crois qu'au-delà de ça, Benjamin, c'est pas moi le scientifique, les scientifiques qui vont montrer que ça fonctionne, que ça va changer les choses. Parce que je crois qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait pu être là, qui aurait été très bon aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, si on interroge la population française, est-ce qu'on pose la question, est-ce que vous savez que l'activité physique est bonne pour votre santé? Les gens le savent. Non. Beaucoup de gens le savent. Est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui explique qu'il n'y a pas? Ce qui explique qu'il n'y a pas ce déclic.
qui explique qu'aujourd'hui, nos instances ne le considèrent pas. On parle d'investissement, moi j'ai l'impression que je vais reprendre souvent la phrase de François lorsqu'il dit voilà, ça fait passer ma carrière à parler de la prévention. Aujourd'hui, le terme de prévention a disparu partout. Et que M. Braun, après M. Braun, la prévention n'est pas revenue dans les autres ministères. Et surtout, ce que vient de dire M. Vincent Roulet, c'est qu'il parle effectivement d'investissement et qu'on va récupérer de l'argent. 1 euro investi, 2 euros économisés. Et ça, c'est la moyenne. Si vous prenez des PCO, si vous prenez d'autres pathologies, vous remboursez beaucoup plus. Donc, est-ce que c'est. Bien sûr, mon rôle est important dans la société, dans les sciences, mais est-ce que finalement, dans 10, 15 ans, 20 ans, à la fin de ma carrière, je pourrais montrer que ça fonctionne? Est-ce que c'est uniquement cet élément-là qui va changer les choses dans le national? Je dois rester. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a d'autres personnes sur d'autres aspects de la santé qui ont déjà fait le travail, qui sont déjà en avance par ces années, cardio-métabolique. Est-ce que ça change quelque chose? Pas tout pessimiste, hein. Je préfère être optimiste. Mais on voit qu'il y a des choses qui bougent néanmoins. Deux petites relances qui sont en lien avec ce que vous avez dit. D'abord François et puis Audrey. François, vous avez évoqué tout à l'heure le lien entre activité physique et résultats scolaires. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu justement sur cette importance pour les enfants, que ce soit pour les résultats, pour leur cerveau en général, pour le développement du cerveau, pour le développement tout simplement intellectuel aussi de l'enfant de l'activité physique? Et est-ce que on a des chiffres ou en tout cas là aussi des preuves un petit peu de cet impact? Moi, je vais vous donner les études que je prends quand je parle en public, et après Olivier complétera parce qu'il est compétent. Moi, dans certaines, c'est une partie de la question que vous avez donnée. Déjà, une chose, c'est quand Olivier a prouvé ce qu'il veut prouver, moi, ça m'aide. Si vous voyez la tête des malades quand je leur explique, je fais très rapidement l'épigénétique, je bouge, votre muscle libère des molécules qui vont dans votre cerveau et c'est ça qui vous permet d'augmenter votre nombre de neurones. Et ça change tout. D'abord, ils se disent, bon, c'est pas un charlatan qui me parle, puisqu'il a des preuves, il y a des gens qui ont travaillé et tout. Donc, c'est pour ça qu'il est essentiel que les scientifiques, les neurosciences continuent à travailler et donnent des billes. En cardio, on les a pas encore dans ce là. Deuxièmement, au niveau de l'école, il n'y a aucune contestation. Tous les enfants qui font de l'activité physique ont des meilleurs résultats scolaires que ceux qui n'en font pas, dans toutes les études. Alors, quand je dis tout, c'est pas vrai, puisque je raisonne sur une grande population, il va toujours y avoir un qui va sortir. Mais globalement, toutes les études le montrent. Je prends un exemple typique. Nous sommes parmi, contrairement à ce qui est dit par le gouvernement, pas un des pays qui, dont les enfants font plus de sport à l'école, parce qu'il y a du sport écrit, il y a des nombres d'heures. Combien il y a d'heures de temps effectif sur ce nombre d'heures? D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que quand on a rajouté les 30 minutes d'APQ, certains sont montés en créneau, mais il y a déjà 3 heures d'éducation physique et sportive en primaire. Quelles écoles faisaient les 3 heures? Ensuite, ces 30 minutes d'APQ qui sont obligatoires, il y a 48% selon la Cour des comptes des écoles qui le font. C'est pourtant obligatoire. Quand on rajoute 1 heure de mathématiques, toutes les écoles le font. Pourquoi pas l'activité physique? Donc tout ça, ce sont des choses. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, je reprends le dernier classement de Teams. Vous connaissez, je suis toujours très taquin. La France est heureuse, elle était avant-dernière, elle était déçue, elle est dernière. Comme ça, cette phase est dernière. Mais ce qui est le plus amusant, et je ne suis pas sûr que tout le monde ait été le voir, allez voir le classement. Qui est-ce qui est avant-dernier? C'est la Wallonie, parce que pour la première fois, la Belgique a séparé les résultats de Wallonie et de Flandre. Wallonie avant-dernière, France dernière, et Flandre est juste derrière de Danemark et la Finlande. Mais rien que ça, moi je me mets à la place quand je vois ça, je me dis mais il y a un problème. Comme on l'a dit sans vouloir se comparer aux autres pays, il y a quelque chose qui ne va pas. Premier cas, je vous donne juste très rapidement une professeure des écoles qui vient, c'est une étude de professeur Lavoie au Canada, qui au Québec, qui date de longtemps. Elle a sa classe de 30 élèves, elle la sépare en 2 groupes, un groupe de 15, un groupe de 15. Elle a une récitation de 2 strophes à apprendre. Le premier groupe de 15 l'apprend tout de suite, pendant ce temps-là, l'autre groupe de 15 va courir 10 minutes dans la cour. Premier groupe de 15 met 11 minutes à apprendre la strophe. Le deuxième revient après avoir couru, mais 7 minutes à l'apprendre. Le lendemain, je change. Ceux qui ne sont pas allés courir vont aller courir, et puis ceux qui ont été courir n'y vont pas. Donc ceux qui vont courir vont apprendre la deuxième strophe, ils vont l'apprendre en 7 minutes, alors que ceux qui avaient la veille l'avaient appris en 7, ils n'ont pas couru ce jour-là, l'apprennent en 11. Ça, c'est démontré. Rien que là-dessus, on change tout. On donne de l'activité à nos enfants. Ça, c'est déjà, donc c'est quelque chose d'important. Deuxième message
Très beau papier de l'IRM fonctionnel, cérébral, fait chez des enfants. C'est formidable, l'IRM, je peux en faire autant que je veux. Aux enfants, il n'y a pas de rayon. Donc fonctionnel, c'est-à-dire je vois les neurones qui s'allument ou pas. Rapidement, les neurones bleus, c'est des neurones qui dorment. Vert, ils se réveillent. Vert foncé, ils se réveillent bien. Jaune, ils sont bien réveillés. Rouge, ils sont au top. Je dépose un gamin en primaire devant la porte de l'école quand ça sonne. 85% des enfants en France en primaire. La voiture s'arrête devant la porte de l'école, l'enfant descend, ça sonne. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'asseoir. La professeure des écoles est très ravie. Elle a un enfant sage comme une image. Et elle commence à lui parler. Il ne retient rien. Pourquoi? Parce que si vous faites l'IRM fonctionnel, son cerveau est bleu. Le réveil musculaire réveille le cerveau. Ça, on ne le savait pas. Ça aussi, ce sont des choses nouvelles qui ont été montrées. Le lendemain, le même enfant, on lui fait marcher 15 minutes avant d'aller à l'école. Il s'assied. Son cerveau est rouge. La professeure des écoles parle à l'enfant sage, qui s'est dépensé, et il retient tout. Ça, on les a, ces données. On les montre à l'éducation nationale. On n'a pas du tout les filles. Donc, oui, les résultats scolaires. Et la deuxième partie de la question, c'était que je me suis C'est parfait. Donc, voilà. Audrey, concrètement, on leur fait faire quoi à ces personnes qui sont atteintes des maladies d'Alzheimer ou de Parkinson quand ils viennent sur un créneau tennis de table dans un club? Parce que l'image qu'on a tous du tennis de table, c'est on prend chacun une raquette, on se met face à face, et puis on compte en 21 pour les anciens, et puis ceux qui se sont mis aux nouvelles règles vont compter en 11. Mais globalement, je suppose qu'une séance adaptée de tennis de table pour des populations qui ont des pathologies, c'est pas forcément ça. Et on parlait de formation des APA notamment et des éducateurs. Justement, ils vont avoir quels outils à leur disposition grâce au tennis de table pour faire travailler ces populations? Alors, la Fédération française de tennis de table a mis en place un parcours de formation, c'est-à-dire qui anciennement appelé module A et module B. Le module A est appelé animateur PIN santé bien-être et le module B est appelé moniteur PIN santé sur ordonnance. En fait, ces formations, notamment celle d'animateur, va être plus un objectif de prévention primaire sur les bienfaits de l'activité physique, quels sont les besoins des personnes qui viennent au créneau PIN santé. Par exemple, c'est les personnes qui ont travaillé toute la journée, veulent juste faire de l'activité physique le soir, ou alors elles ont vraiment un besoin de changer leurs idées. Ensuite, au niveau du moniteur, là, ça va être plus on va découvrir les pathologies qu'on va rencontrer, diabète, pathologie cardiaque, un petit peu de maladies neurodégénératives. Mais concernant justement ces maladies neurodégénératives, il y a 2 autres formations, axées sur la maladie d'Alzheimer et axées sur la maladie de Parkinson. Donc, du coup, l'ensemble de ces éducateurs qui ont vraiment le projet d'ouvrir ces créneaux PIN santé vont se former autour de nos parcours de formation. Dans nos parcours de formation, notamment, on a des professionnels comme des enseignants APA, des masseurs-kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, différents professionnels de santé. Donc, les différents outils qui vont pouvoir s'appuyer dessus. Donc, on a nos formations qui sont assez riches, notamment, on essaie d'utiliser forcément les sites référentiels, mais notamment, la Fédé a créé un guide PIN santé. Donc, c'est un petit livret, j'en ai apporté si vous voulez jeter un coup d'œil. Donc, en fait, dedans, on va avoir des exercices vraiment de base. Un exercice, par exemple, souvent, on a le dosage de la force. Des fois, on ne comprend pas pourquoi la balle, en fait, elle part aussi fort, qu'on n'a pas forcément tapé fort. Justement, une petite idée, on va taper dans des bulles de savon. Et ça, même pour les plus âgés, c'est drôle, c'est assez ludique. On a en fait tout un guide d'exercices sur notamment la souplesse, sur la force des membres inférieurs, supérieurs. On a aussi sur la coordination. En fait, c'est vraiment un guide pour apporter des idées parce que des fois, ce n'est pas forcément inné d'être inventif sur toute une séance, d'apporter du ludique. Donc, du coup, ça, c'est vraiment un outil. Ensuite, bien sûr, il y a les bases de la création de séance, c'est-à-dire le temps d'accueil qui est important. On a l'échauffement. On propose notamment, surtout pour les personnes de pathologie neurodégénérative, d'apporter de la musique. Et notamment chez Alzheimer, c'est pas mal. Ça les stimule beaucoup, ça leur fait comprendre qu'on rentre dans la séance. Puis ça nous permet de savoir aujourd'hui qui est plus fatigué que la dernière fois, s'il y a des douleurs, par exemple, quelque part, ce qu'on a envie de faire aujourd'hui.
Et notamment dans cet échauffement, ça ne va pas être juste à la table. Ça peut être, par exemple, on va faire des petits parcours avec la raquette, des fois juste avec la balle, des fois avec la balle en équilibre sur la raquette, des fois avec un camarade, on va faire des petites phases. Enfin, c'est vraiment plein de déclinaisons ludiques qu'on peut faire au tennis de table. Ensuite, on va leur proposer de venir à la table. Cette fois-ci, ça peut être, on peut jouer avec ou sans le filet, juste faire rouler la balle, mais ça c'est du tennis de table parce que finalement, on a la raquette et la balle. On peut même leur proposer, pourquoi pas, des fois de jouer en main inverse. Donc, mine de rien, ça stimule l'ensemble du cerveau et pas que d'un seul côté. Et la plupart du temps, ils adorent venir faire des matchs, se confronter. On travaille un petit peu quand même et on leur laisse après libre choix de faire ce qu'ils veulent. Des fois, souvent, c'est les femmes qui font leur petite séance et après, elles font des échanges, mais elles discutent en même temps. C'est vraiment ouvrir la séance pour eux, c'est plutôt là l'activité physique qui va s'adapter à eux, à leurs besoins. Et enfin, on essaie de vraiment pousser les clubs à mettre en place un retour au calme avec de la souplesse. Et il y a notamment le club de Paris 13 qui a une grande section Pink Parkinson. Il n'y a pas que du Parkinson, on retrouve différentes pathologies. Où justement, le jeudi, ça finit à midi, juste après leur séance, font 30 minutes, il me semble, de Qigong pour pouvoir apporter ce retour au calme. Merci beaucoup, Audrey. C'est vraiment important et intéressant de voir comment ça s'est traduit réellement sur le terrain, sur ces séances. J'aurais beaucoup de questions encore à poser, mais l'objectif, c'est aussi d'avoir des échanges et des interactions avec la salle. Donc, je vais laisser les uns et les autres poser les questions que vous pourriez avoir à nos intervenants. Pour ceux qui sont en visio et qui voudraient poser des questions, je les invite à taper et Emmanuel se fera un plaisir de les poser à votre place. Ça sera plus simple et ça évitera les problématiques techniques. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Oui, alors, moi j'en ai une, elle n'est pas nouvelle, mais à chaque fois que j'entends ces discours-là, ça renforce encore cette incompréhension et cette frustration et voire cette colère qui commence à monter. Puisque à partir du moment où on a toutes ces démonstrations scientifiques, je ne veux pas croire que les pouvoirs publics ne connaissent pas ces démonstrations, n'ont pas été informés. Donc je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à convaincre nos pouvoirs publics de cet élément-là. C'est des éléments simples. J'en rajoute quelques-uns qui renforcent encore cette compréhension. Un médicament aujourd'hui, s'il est remboursé par la sécurité sociale, c'est 2,5% de TVA. S'il n'est pas remboursé, c'est 10%. En revanche, si vous prescrivez une activité physique adaptée, c'est 20% de TVA. Donc en fait, tout ça renforce encore cette hérésie. Moi, je trouve que ça confine à la non-assistance à la personne en danger. Et je ne sais pas si à un moment donné, il ne faudrait pas une action un peu plus soin pour illustrer tous nos propos. Donc, ma question, c'est comment peut-on faire tous ensemble, Vincent qui est au cœur du mécanisme d'État, François, je pense qu'il partage le même avec moi, mais comment on peut faire collectivement, quoi? Ça serait quoi la solution pour craquer le truc? Je vais te répondre. Ça va me donner l'occasion de répondre à différentes choses, notamment les questions posées par François sur le budget. Bon, évidemment, vous dire que l'on a sauté de joie et fait des sauts périlleux avec la ministre suite aux décisions d'arbitrage budgétaire serait excessif de ma part. Mais il faut bien avoir à l'esprit que le financement public du sport, dans l'absolu, la part du ministère n'est pas la plus importante. Déjà, je parle du contrôle de Jean-Marc, mais l'éducation nationale, de mémoire, mais entre 5 et 6 milliards d'euros par an pour payer les profs de sport, avec l'enseignement supérieur pour financer la filière STAPS. Donc, il y a de l'argent de l'État qui sert la pratique sportive au quotidien. Quant au métro, moi, je ne vais pas faire la langue de bois. Bien évidemment qu'on voudrait tous un métro inclusif, mais la différence entre le métro de Brasilia et le métro de Paris, c'est qu'ils n'ont pas été construits à la même époque. Et que donc, en gros, le coût, on l'avait estimé au moment des Jeux, s'il y avait l'idée de le faire. Alors, je ne sais pas si on a avancé sur la ligne 6, vous savez, c'est la ligne aérienne. Je vois qu'il y a des avancées sur le sujet, mais le coût est aux environs de 10 milliards.
Donc, voilà. Et il y en a pour 20 ans. Donc, moi, je suis bien sûr, tout le monde a. Moi, je me rappelle de réunions, pendant 5 ans, j'ai été membre du comité d'organisation des Jeux, je représentais la Réunion à l'époque. Ah, il y avait unanimité pour dire qu'il fallait faire. Et après, il y avait un principe de réalité qui est, voilà, qui est l'argent public aussi, accessoirement. Et il faut que vous sachiez qu'en matière de financement du sport, c'est 20 milliards, et dont les 2 tiers sont les activités qui prennent en charge l'organisation du sport, notamment les infrastructures, l'aide aux clubs, etc. Donc, la puissance publique, dans son ensemble, se mobilise quand même fortement pour financer le sport. Alors, sur notre sujet de sensibilisation sur les bienfaits du sport, il y a 2 manières de voir les choses. Il y a la manière de voir le verre à moitié plein et la manière de voir le verre à moitié vide. Pardonnez-moi d'être dans la manière de le voir à moitié plein, parce que je pense que rien n'est comparable entre aujourd'hui et il y a 20 ans. De prise de conscience, vous parliez tout à l'heure des chiffres, en gros 90 à 95% de la population fait une activité physique et sportive régulière et bien pour sa santé. Aujourd'hui, vous avez 65% des gens qui ont une activité sportive régulière. Ce n'était pas du tout le cas il y a 20 ans. Ce qui ne veut pas dire, pour faire plaisir à notre ami François Carré, que ces gens-là ne sont pas sédentaires, parce que vous pouvez avoir une activité physique régulière en faisant un footing le dimanche matin et avoir une vie de sédentaire. Mais disons qu'il y a des évolutions et que la puissance publique, que l'État y a participé. Et qu'il est évident que l'année 2024, grâce à vous, ça vous êtes dans la salle de nombreuses personnes qui ont participé à la fois aux Jeux ou indirectement ou à la grande cause, il y a eu un tournant. Est-ce que ce tournant est définitif? Non. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a gagné des batailles, mais on n'a pas gagné la guerre. Il y a un premier sujet qui a été évoqué pour répondre à ta question, c'est la formation. Elle est essentielle. Elle est essentielle à 2 niveaux sur les 2 principales batailles. Les 2 principales batailles, c'est l'école et la santé. Vous pourrez après, sur le rôle du sport, sur le rôle sociétal du sport, après, vous pouvez rappeler l'intégration, l'insertion, l'inclusion, etc. Mais les 2 premières batailles, c'est l'école et la santé. L'école. Je vous invite à lire un excellent rapport de 2021, un rapport parlementaire qui avait été signé par une parlementaire dont j'oublie le nom, mais un autre parlementaire, une parlementaire, Régis Nico, qui est très investi sur ces questions, comme vous le savez. Dans ce rapport, il y avait une fiche, cher Jean-Marc, la DGESCO, fiche de Guillaume. Voilà, merci beaucoup. On voit quand ils sont à l'éduc. Hein. Ça fonctionne mieux, ça. Exactement. Dans ce rapport, il y avait une fiche de la DGESCO datant de mémoire. Vous savez, les enseignants au contrôle du collège, les enseignants du droit à 18 heures de formation. L'éducation nationale leur explique 2 choses. La première, c'est que bien évidemment, ils ont le droit qu'ils veulent. La deuxième, c'est quand même, c'est mieux les français au match. Bon, ça se comprend, évidemment, ça se comprend. Mais du coup, vous avez moins de 2 enseignants du premier degré qui ont une formation liée au sport santé. Je ne suis pas au cabinet du ministre de l'Éducation, mais peut-être s'interroger sur le fait que cette formation devient peut-être obligatoire 2 ou 3 heures par an pour que tous les enseignants soient formés aux bienfaits en santé. Le deuxième objectif, vous l'avez dit aussi, je crois, la formation des professionnels de santé. Mais là, non pas dans une logique du verre qui est vide. Ça n'a rien à voir aujourd'hui avec il y a 20 ou 30 ans. Il y a 30 ans, vous étiez opéré du cœur, on vous invitait à rentrer, à vous reposer. Aujourd'hui, vous êtes opéré du cœur, on vous invite à faire de la PA, à faire de l'activité physique. Donc, les choses ont quand même beaucoup évolué et dans le bon sens. Il y a eu d'expérimentation dans le cadre de l'article 51, soit soutenu par le ministère des Sports, soit les ARS. L'objectif est maintenant de généraliser. Et moi, pour répondre là aussi, je ne crois pas au grand soir. Parce que le grand soir, on va tout généraliser, on va dire que c'est super, ou la direction de la sécurité sociale on va dire, oh ben non, Melanda, on s'en fout, mais on avance, etc. Tout ça, c'est pas possible. Mais en revanche, je crois à la politique d'équipe. C'est-à-dire qu'il y a une progression. Si franchement, cette année,
Vous citiez François Braun, c'est lui avec Amélie Oudéa-Castéra qui avait fait la fameuse mission de Londres avec un, je vous invite tous à lire, énormément de propositions intéressantes, notamment la formation des enseignants. Il y a aussi bien sûr la formation des médecins qui est fondamentale. Donc vous voyez, si on arrive cette année au fait que le PLFSS finance certains parcours coordonnés, prend en charge la part, c'est une mini-révolution. J'habite un peu à être optimiste, absolument à vous mobiliser. Je pense que il faudra faire partie du débat lors de la prochaine. Donc, vous, les acteurs, n'hésitez pas à prendre la parole sur le sujet. Mais voilà, les choses évoluent. Par exemple, les haut niveau. Il y a 10 ans, à l'INSEP, un sportif voulait un enseignement psychologique. Je ne sais pas qu'on lui riait, mais enfin, ce n'était pas une priorité. Aujourd'hui, l'INSEP est organisé pour accompagner les sportifs de haut niveau, y compris mentalement. On a vu quand même que ça donnait quelques résultats lors des Jeux. Donc, vous voyez, dans chaque domaine, bien évidemment, on pourrait attendre mieux, mais on dit, enfin, surtout vous, parce que mais un peu pour mobiliser ce que vous faites parfait. Je voudrais dire juste un dernier mot qui me tient particulièrement à cœur et qui tient à cœur à la ministre. C'est qu'il y a une idée qu'il faut combattre. C'est la logique, la parenthèse enchantée. On a réussi les Jeux, c'est fantastique. On reprend notre vie comme si c'était normal. D'avoir réussi les Jeux. On oublie ça, quelque chose de fondamental, c'est que les Jeux ont été bâtis pour ça. Les Jeux n'ont pas été bâtis simplement une fête populaire qui a parfaitement marché. On est tous satisfaits, on a participé à la fête populaire. Les Jeux ont été conceptualisés autour d'une idée, c'est que le sport change la vie. Et à travers ça, ils ont été conceptualisés à travers un legs, un héritage matériel qui est la place du sport dans notre société. Apporter un nouveau regard sur la sport dans notre société et de se dire plus que jamais que le sport doit être au cœur du pacte, au cœur de l'interministérialité. C'est un petit nom de promotion pour moi, et de valorisation du sport au cœur des publics sur tous les sujets à évoquer et en particulier l'action et la santé. Merci beaucoup. Juste petite réaction présidentielle avant sa mobilisation pour les municipales. Chaque maire mette le sport au cœur de son programme et ça se fait dans tous les sujets. Jean-Marc, puis Evelyne. Jean-Marc, directement parce qu'on a parlé de l'éducation et du SAP. Oui, réaction et puis une question. Et même parce qu'on entend des propos à la fois qui pourraient relever l'antisme et en même temps des propos de Vincent et réalisme, me semble hyper intéressant à garder. Je voudrais réagir sur le fait de nous comparer à un modèle scandinave. On ne peut pas le faire parce qu'au final, les 12 millions d'élèves représentent la population des 3 pays que vous avez cités. Et nous, on parle de nos élèves. 12 millions pour 12 millions. Comparer des modèles qui ne sont pas donnés, de signifier les bienfaits et les orientations que prennent leurs sociétés. Bon, si je prends l'impact du foncier sportif, l'impact du taux de pression, du nombre de pratiquants sur les instituts, on n'est pas du tout dans les mêmes. Garder ça et puis garder aussi comparer nos modèles. Au lieu, il y a la place de baccalauréat. Quand on les questions aussi, quand 94% d'élèves obtiennent le baccalauréat, faut-il maintenir un examen qui coûte 81 millions plutôt que d'investir potentiellement dans l'éducation qui pourrait faire de l'évaluation de formation et le même examen à des niveaux différents. Et voilà, et du coup, se garantir que tu es inscrit encore. Nous sommes le premier, comme l'a dit François, à mettre du sport sur le papier, en effet, mais par contre, on a le souci de garantir écrit sur le papier. Et là, on est sur des problématiques qui ne sont pas liées à des volontés publiques, à des organisations, mais bien à des réalités fonctionnelles de l'accès aux infrastructures qui nous garantir les élèves. On s'est posé la question et les Jeux ont été un grand temps de
sur la place de la cour pour pouvoir donner l'activité physique pour les élèves, plutôt que de leur faire passer 2 fois 45 dans un transport et faire 15 minutes sur un stade. Une réalité fonctionnelle. Donc, il faut regarder aussi. Derrière, c'est regarder notre modèle lui-même. Et notre modèle sportif, moi je le crois vertueux, parce que vous parlez de fédération à mission. Toutes les associations sportives de la loi 1901 ont une mission, c'est leur premier enjeu. L'objet premier de la dite association. Et le modèle était déjà là. À nous de le rendre visible. Et ce que je constate, moi, c'est qu'on a quand même des choses qui étaient essentielles et qui proposaient une véritable éducation, la dimension sociale et sociétale, qui était l'éducation. Parce qu'on parle beaucoup de clubs sportifs, mais l'éducation pour utiliser le sport pour vivre, les francs camarades, on a aussi beaucoup tué dans l'œuvre, des choses qui avaient un rôle vertueux en permettant aux jeunes enfants d'évoluer les pratiques sportives, bien souvent, on parlait encore hier, d'accéder à des pratiques à travers des colonies de vacances, des loisirs, qu'ils soient avec ou sans. Donc, quelque part, faut-il remettre en question nos ou faut-il garantir un bon déploiement au modèle? C'est le deuxième niveau de la question. Donc, du coup, ça questionne beaucoup plus, non plus la question des moyens, parce que je pense que les moyens, nous les avons mis. Tu le dis très bien, Vincent, aujourd'hui, je pense que nous les avons. C'est plutôt la question de la cohérence de l'organisation de l'offre, limiter les redondances, garantir les parcours sportifs de nos jeunes, voilà, et de nos jeunes adultes, et puis de nos seniors. Et donc, c'est plutôt une garantie entre ce que font les collectivités territoriales, c'est ce que tu disais. Donc, sachant derrière cela, nous avons quand même des questions de santé. Qui assure la promotion, qui assure l'éducation et qui protège les enfants ou demain les jeunes adultes conduite addictive. On va le voir hier, on a moins ce profit de parler des drogues, au final qui est une douce, mais qui est en train de l'activité physique. Donc, in fine, que les 6 jeux vont être mis sur la table sont 2 temps politiques assez. Faut-il changer la société, par rapport à ce que vous disiez sur le modèle syndical, ou réellement s'intéresser du sport dans la société, quand celle-ci, par les moyens engagés, a la même conséquence. Merci beaucoup. On laissera répondre aux intervenants dans un mot de conclusion. Je laisse la parole à Laura. Oui, merci pour cette finie riche en démonstration que le sport est important. Moi, je voudrais simplement une précision concernant un rôle important qui n'a pas été abordé ce matin. Les écoles, les collèges, les lycées, les rôles des chefs d'établissement. Je pense que dans la formation de chefs d'établissement, il n'y a pas du tout la politique sportive qui est donnée. Du coup, c'est quand même qui donne l'impulsion au niveau des professeurs qu'ils ont à gérer. Donc, on a parlé des professeurs qui se forment, c'est-à-dire en école élémentaire, Vincent Larrey, de manière très du sport, et préfèrent l'athlète français. Je pense qu'une chef d'établissement en relation directe avec les parents d'élèves, il faudra avoir un rôle beaucoup plus important dans la formation et mettre le système de sport, j'allais dire, en visibilité. Alors d'aujourd'hui, le sport passe toujours en garantie, c'est-à-dire toujours par les créneaux qui sont faits, on place le PS bien évidemment, mais hormis les créneaux, on ne parle plus du tout du sport. On arrive au conseil de classe, ça passe toujours en dernier. On n'est jamais à baliser le sport, l'activité physique pour un enfant. Là, on a un rôle important à donner à l'établissement, comme on l'a donné aux médecins. Je pense que les médecins doivent prendre sa part à ce niveau-là pour qu'on puisse avoir une belle formation et avoir une relation avec les maires, c'est quand même une responsabilité des élémentaires dans leur ville. Donc, ce rôle-là n'est pas assez encore positif. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est concernant l'entrée sportive dans les établissements scolaires, quel que soit le niveau, c'est compliqué. C'est fermé. C'est les professeurs de PS, moi j'en ai vu, je sais ce que c'est très fermé. On ne peut pas entrer sportif dans les établissements scolaires, ce qui fait que ça coûte aussi entre le PS, qui est une activité effectivement largement ouverte à d'autres grâce au mouvement sportif qui pourrait, encore une fois, un concert avec le PS en scolaire. Je crois qu'il y a une question en ligne. Oui, Véronique Lopez du CAC. Quel est votre regard sur les cours en santé mentale? Nous allons proposer des formations aux éducateurs sportifs et les clubs sportifs au service de prévention, surtout pour les clubs.
Comment pouvons-nous faciliter le lien des conseils locaux ensemble? Sur les premiers secours. Alors, pourquoi pas? Après, il faut faire attention à non plus à attaquer pour des raisons des enfants ou l'accent. Là, une chose qui est un petit peu difficile, à mon avis. Par ailleurs, je sais que même, et là, vous allez dire que je tape sur l'éducation nationale, non. En fin de compte, ce sur qui il faut taper, je vous avec vous, madame, c'est les parents. L'éducation nationale doit pas les professeurs des écoles qui vont apprendre aux enfants à faire leur lasse, après à faire du vélo. Donc, je suis tout à fait d'accord. L'éducation nationale, je peux vous le dire, pour l'avoir vécu, ne se rend pas compte, ne détecte pas l'enfant qui bouge tout le temps et qui a en fait l'attention, l'hyperactivité. Donc, demander à des éducateurs sportifs de détecter parmi les enfants qu'ils reçoivent un risque éventuellement de pathologie mentale, de trouble mental, c'est compliqué. C'est compliqué, on risque d'alerter inutilement. Par contre, ça fait possible que ces éducateurs aient un minimum, non pas pour aux enfants ni aux parents peut-être, mais pour en référer de qui. Je m'imagine l'éducateur à dire avec ces mots aux parents qu'il trouve qu'il n'est pas normal, psychologiquement, ça va être un peu compliqué. Donc, pourquoi? Mais allez-y prudemment, et là, je la personne qui a posé la question, est-ce que vous faites-vous entourer de gens compétents? Parce que vous risquez quand même, c'est pas le travail d'éducateur sportif, si je peux dire. C'est pas le premier travail. Voilà. C'est comme si, je ne sais pas, on demandait à la personne de détecter ce comportement bizarre. Je crois que c'est très risqué. Le peut être l'ennemi du bien, je dirais. Mais François-Olivier, justement, juste un mot de conclusion sur pour ces 6 prochains mois sur cette grande cause nationale de la santé mentale. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez voir s'afficher davantage? Est-ce qu'il y a une action qui vous paraît d'importance majeure? Est-ce que voilà, il y a quelque chose qui vous est particulièrement à cœur? On sait que tout ne peut pas être fait. Mais si on devait retenir une chose pour les 6 mois à mettre en place sur ce sujet du sport. C'est tellement vaste, toi, que je ne peux pas te répondre. Moi, si on me demande dans les 6 mois ce que j'ai, c'est ce qu'a dit Vincent, c'est qu'il y a déjà des coordonnées. Par contre, Jean-Marc est un dire, j'accepte pas en comparaison avec les pays les pays scandinaves. Prenons l'Angleterre, c'est que la France. Prenons les États-Unis, prenons l'Allemagne. Il y a des Schuster, je peux citer son nom, cardiologue qui fait son bac en Allemagne, qui vient de médecine en France, etc. Elle me dit, François, mais l'école française est au niveau de l'éducation sportive. Alors combien faire pour qu'elle soit plus académique, Jean-Marc? C'est ça ma question. Est-ce que je vais voir ça avant? C'est ça ma question. Non, mais que le fait de Highlander. Donc, pour la santé mentale, moi, ce que j'aimerais bien, alors je vais pas paroisse, c'est que ça prescrive plus d'activités dans les 6 mois pour la santé mentale. Si on arrive à ça, la cause nationale apporte ça, je pense qu'on aura fait un progrès. Beaucoup, à tous les cas, répondre allez, je comprends que Jean-Marc, je rejoins François, c'est-à-dire j'entends bien que ce n'est pas la même chose, ils sont minables, etc. Mais ça ne nous empêche pas de nous en inspirer. Ça doit être une source d'inspiration. Et par exemple, sur la génération des 30 minutes d'APS en primaire, donc nous, on est à 40% aujourd'hui. Au fondé, on se dit qu'on peut y arriver en disant l'ambition était forte, puisque comme tu le sais, le faire d'ici la fin du quinquennat, on y arrivera. J'ai eu passer 2 mois pour le savoir. Je pense qu'on doit s'inspirer, qu'on doit notre de faire un peu un benchmark de ce qui se passe ailleurs pour
d'autres solutions, etc. Et je suis bien sûr d'accord avec toi, c'est pas totalement la même société, c'est pas la même démocratie, notamment sociale. Donc, on peut bien évidemment comprendre qu'on ne doit pas faire un copier-coller de ce qui se passe. Je salue bien évidemment toutes les références à Léo Lagrange. Je pense que tu as raison pour aller dans la direction et je suis en accord avec toi. De là, je pense que c'est là où il faut que l'on réfléchisse. Et puis, il y a déjà beaucoup de choses, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui sont dans les collèges, dans les lycées. Alors, tu as raison, et moi je l'ai vu pendant de nombreuses années dans d'autres fonctions. J'étais membre de conseil d'école ou de lycée, du chef d'établissement, c'est fondamental. Je me souviens, je vous donne un exemple, 2 écoles du 4e arrondissement, à 400 mètres l'une de même sociologie, les gamins dans l'une, le voyage annuel, une journée au bois de Vincennes, autre, tous les gamins de la petite section de maternelle 2 partaient en mer, en lyonnaise. C'était simplement la volonté du chef d'établissement avec la communauté éducative dans son ensemble. Donc moi, je trouve de Jean-Marc, je sais qu'il y a eu un travail très fort des académies, des conseillers pédagogiques pour sensibiliser les chefs d'établissement. Après, il y a des différences entre, à Paris, par exemple, vous mobilisez, je suis proche d'un Hidalgo, à Paris, il y a des professeurs de PS. Donc, c'est quand même un peu plus simple de le faire à Paris, dans un village de 400 habitants. Si les choses, on a mis en place le savoir, nager, il y a des choses qui bougent pas. Il y a 2 choses pour conclure sur le sujet. C'est que je pense qu'il y a vraiment un effort à faire dans la valorisation du corps de PS. On a essayé de faire des choses, on n'y est pas peut-être à ce stade, mais disait la ministre quand elle était directrice des Jeux, c'est on aura gagné le jour où on rentrera chez lui en début d'année à ses parents. Mon prof principal, c'est le prof. On dira c'est génial. Bon, on en est encore un peu loin, mais il faut dans ce sens-là. Et la dernière chose positive, il faut finir sur des choses positives, c'est passé un événement assez majeur. C'est la semaine dernière, il y a 2 semaines, c'est que il va y avoir un tournant fondamental du mouvement sportif sur ce sujet. C'est-à-dire la prise en compte de la sociétale du sport. Je pense que le mouvement sportif a toujours été aidant, je l'ai vu à plusieurs reprises, mais ce que je peux vous dire, je pense que Virgile, certains d'entre vous qui la connaissent aussi bien que moi, c'est que la nouvelle du CNOSF a toujours compris cette logique de force sociétale du sport. Donc, c'était déjà le cas. Le mouvement sportif était un allié. Il y avait sur le terrain des fédérations très évidentes comme la vôtre. Il essaie déjà plein de choses. Qui va avoir un moteur supplémentaire pour bien connaître la minimum, etc. On est dans une logique de moteur, en général, ça fonctionne assez bien. Pour booster les choses et pour accélérer les liens entre les finances publiques, entre les santé, l'éduc et le mouvement sportif. Et donc, je pense qu'on assiste le mois prochain à un virage sur ces sujets. Et compter sur les ministres des Sports et sur son modèle stratégique pour continuer à œuvrer collectivement. Je crois fondamentalement que c'est un travail collectif. Ce n'est pas quelqu'un seul dans son bureau, même s'il est délégué interministériel. Il va être une communauté d'action autour de la force sociétale du sport. Merci beaucoup. Toutes les personnes qui ont répondu présent, vous étiez entre les gens physiques, donc c'est une belle mobilisation autour de ce sujet. Gilles doit être ravi qu'il y ait déjà eu un début de débat de l'éducation nationale dans le sport, puisque c'est le sujet qu'il veut que nous traitions la prochaine matinale qui aura en septembre. Et donc, on travaillera avec bon plaisir sur cette thématique avec trois intervenants, et on a justement un intervenant naturel sur. Merci encore à tous les quatre.
C'est ça, c'est